Vous retrouvez comme à l'accoutumée dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous allons passer une heure ensemble et vous allez voir qu'aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui va parler à tout le monde, que ce soit qu'on soit papa ou maman. On va tous passer par une période où nos enfants vont faire des examens. Alors, ils vont stresser, on va sûrement stresser avec eux. Donc, on va essayer de s'intéresser aujourd'hui comment gérer leur stress et le nôtre, comment essayer de faire baisser un petit peu cette anxiété. Et peut-être qu'on va vous donner quelques clés pour être un peu plus zen, de façon à ce qu'ils aient, on va dire, un climat favorable où ils vont être plus sereins, ils pourront affronter donc ces examens. On sait très bien que le bac blanc a commencé hier. Aujourd'hui, donc, c'est les enfants qui passent le brevet qui sont à l'examen. On leur souhaite par la même occasion bon courage. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse donc aujourd'hui à ce stress qui envahit un petit peu la famille, les enfants et les parents. Donc ça sera dans notre deuxième partie d'émission. Et bien entendu, je suis sûre que vous serez nombreux à nous appeler. Donc pour poser des questions, pour témoigner donc, de votre stress et de ceux de vos enfants. Donc là, dans la deuxième partie de l'émission. Et dans la première partie, on reste toujours dans la thématique, on est dedans, puisque nous avons nos chroniqueuses Widad Agribi et Lina Deramchi. Elles sont là avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Widad, comment vas-tu? Ça va, merci. Alhamdoulilah, stress des examens, tu connais? Oui. On connaît tous. Je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas. Lina, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Alhamdoulilah. Toi, avec toi, tu vas t'intéresser aujourd'hui à comment rendre donc, la chambre de nos enfants un temple. Tout à fait. Voilà, donc on verra tout, donc tu nous donneras tous les secrets. Quant à toi, Widad, donc dans la vie de l'expert, tu vas t'intéresser à un sujet très intéressant et surtout vraiment qui intéresse les parents en ce moment, c'est l'attaque de panique. Et c'est tout de suite, juste après le jingle. Widad, alors l'attaque de panique, ça prévient pas quand ça arrive et surtout quand ça arrive la première fois, on ne sait pas ce que c'est, que ce soit le parent ou l'enfant, surtout beaucoup de parents ne savent pas comment gérer ça et surtout donc la personne qui est prise par ce mouvement de panique aussi, c'est vraiment un moment très difficile à passer. Exactement. Pas dangereux, on le dit, hein, absolument pas dangereux, mais quand même compliqué. Tout à fait. Donc les attaques de panique, c'est une réaction de notre corps qui vient comme ça soudainement, sans prévenir, et elle peut être parfois impressionnante, surtout chez les enfants, surtout pour les parents et les enseignants. La période des examens, on voit beaucoup ce genre de phénomène. Donc ils sont confrontés à... Tout à fait. À ce genre de situation. Exactement. Et parfois, reconnaître l'attaque de panique, donc ils n'ont pas de notion pour reconnaître l'attaque de panique. Absolument. Et comment la gérer. Parce que justement, ça cède généralement au bout de 10 à maximum 20 minutes. Donc cette attaque de panique, elle va céder. L'enfant ou la personne qui subit cette attaque de panique, juste, elle nécessite un accompagnement pendant ce temps-là et tout va rentrer dans l'ordre. D'accord. Donc c'est quoi exactement? Alors qu'est-ce qui se passe quand on a une attaque de panique? Alors, le cerveau, tout est dans le cerveau. D'accord. Le cerveau, il va, il va ressentir comme si une alarme, comme si qu'il y a un danger, alors qu'il n'y a aucun danger. D'accord. Et il va donner l'ordre à notre corps de réagir comme si qu'il y a un danger. Donc, comment ça se passe? Il y a dans notre cerveau ce qu'on appelle le système sympathique. Donc, c'est en fait un système qui va libérer des hormones, notamment l'adrénaline. Donc, le corps, il va sentir un danger arriver. L'adrénaline va être libérée et dès qu'on a l'adrénaline dans le corps, il y a tous les symptômes qui vont arriver. Donc, ça commence par le cœur qui bat très vite, la respiration, elle va devenir, on va dire, très rapide. La personne, elle va sentir un tremblement, des sueurs, carrément une sensation de mort imminente. C'est surtout en fait les tachycardies, c'est quand le cœur bat très vite, j'imagine que c'est ça qui fait le plus peur. Exactement, donc cette sensation de palpitation qui fait sentir comme si on a un problème, c'est comme une sensation d'avoir, on va aller vers un arrêt cardiaque, donc une attaque cardiaque, alors que c'est juste l'attaque de panique. Généralement, on l'a dit que c'est dans une situation de stress, par exemple, d'anxiété avant les examens pour les enfants. C'est en fait sensation que parfois c'est l'endroit lui-même qui va donner cette sensation de danger. Généralement, les enfants ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Absolument. Exactement. Donc, c'est ce qui va encore aggraver les symptômes. Donc, maux de ventre, vomissement, c'est la panique. L'enfant, il ne comprend pas du tout. Et généralement, quand l'enfant, il panique,
l'entourage panique avec. C'est clair, Voilà. absolument. C'est ce qui va encore aggraver la situation. Oui. Et les enfants, généralement, ont la tendance à vouloir fuir l'endroit, parce que pour eux, c'est l'endroit qui est... le danger est lié à l'endroit. À l'endroit, oui. Voilà. Donc, soit ils ne veulent pas aller à l'école, soit ils sont déjà en classe, ils veulent sortir de la classe. Donc, l'enseignant, il doit justement gérer ce moment. En fait, c'est juste quelques conseils qui vont nous empêcher l'aggravation de la situation. D'accord. Voilà. Donc, si ça se passe en dehors de l'école, les parents sont encore là, donc ça va être aux parents de gérer. Par contre, si c'est à l'intérieur, ça va être aux enseignants. Donc, message aux parents et aux enseignants. Donc, comment gérer une attaque de panique? Exactement. Et puis, si ça se répète plusieurs fois, c'est l'enfant qui va apprendre à gérer cette attaque de panique. D'accord. En fait, déjà, pardon, comprendre déjà qu'il s'agit d'une attaque de panique et pas de quelque chose médical. Par exemple, ce n'est pas une baisse de sucre ou ce n'est pas quelque chose qui doit nécessiter une intervention médicale. Donc, rapidement, analyser la situation, demander quelques questions à l'enfant, c'est-à-dire que voir s'il n'y a pas vraiment des symptômes qui nécessitent une intervention médicale. D'accord. Donc, par exemple, lui poser la question, est-ce qu'il est diabétique ou non, voilà, ou est-ce qu'il n'a pas vraiment un problème de santé, asthmatique ou quelque chose comme ça. En fait, les classiques. Tout à fait. Est-ce qu'il est sous insuline, par exemple? Si c'est un enfant qui est diabétique sous insuline, justement, il a le risque de faire une hypoglycémie et ça se manifeste par les mêmes symptômes. Ils sont très... enfin, ils se ressemblent. D'accord, ils sont similaires. Exactement, ils sont similaires, tout à fait. Donc, dès qu'on est sûr qu'il s'agit d'une attaque de panique, déjà, ne pas paniquer. Nous-mêmes, voilà, l'entourage ne doit pas paniquer. Et puis, il faut en fait essayer de rassurer l'enfant, à lui dire que c'est pas grave, ça va passer. Donc, lui demander de commencer à respirer d'une manière lente, pas d'une manière rapide. Et cette respiration, justement, va l'aider à faire baisser le rythme cardiaque. Donc, le fait de respirer d'une manière lente, d'ailleurs, nous-mêmes, on l'utilise en médecine pour diminuer la fréquence cardiaque. Quand la personne a des palpitations et tout, on lui demande de respirer d'une manière lente et puis de faire en fait d'expirer pendant 4 secondes, de bloquer la respiration encore pendant 4 secondes et puis d'expirer pendant 6 secondes. Donc c'est faire plusieurs cycles comme ça et puis le fait de bloquer la respiration, c'est cette méthode-là qui va baisser le rythme cardiaque. Et est-ce que quand on est dans ce moment-là, on est à l'écoute? On écoute, on a besoin de la personne qui est à côté, on écoute vraiment, parce qu'il y a des moments où on n'écoute pas, on s'écoute soi-même, mais est-ce que là, quand c'est une attaque de panique, on a besoin et on arrive à écouter les conseils? Justement, donc pendant ce temps-là, la personne qui doit agir face à cet enfant qui fait l'attaque de panique, c'est qu'elle doit hausser la voix pour que l'enfant arrive à l'entendre, le regarder dans les yeux et lui demander de fixer le regard. Comme ça, il va se concentrer mieux avec la personne. Donc, il faut avoir une certaine fermeté. Exactement. Très bien. Et commencer à parler. Donc, le fait de parler et de donner la méthode à l'enfant, il va commencer à suivre et lui dire de lui faire confiance. C'est-à-dire demander à l'enfant de faire confiance à cette personne. D'accord. Et là, il va commencer à entendre petit à petit, lui demander déjà en fait de stimuler tout ce qui est physique pour revenir au présent. Comment? Demander à l'enfant de fixer avec son regard cinq choses, de toucher 4 choses, d'écouter 3 choses, et de sentir 2 choses, de goûter 1 chose. Donc, en fait, en parlant, on lui demande de regarder ça, écoute ça, donc en lui donnant des directives. D'accord, voilà. donc en fait, on va détourner son attention. Exactement. Très bien. Le ramener au présent. Parce que lui, il est dans un autre état, donc il pense qu'il va mourir, il ne comprend pas, il essaye de regarder, en fait, il regarde les symptômes. Donc, il est, on va dire, fixé vers l'intérieur, lui. Il est là à l'écoute de tous ses organes internes. Tout à fait. Et il essaye de comprendre ce qui lui arrive, pardon. Alors qu'on va lui détourner son attention en faisant ça. Et puis, par exemple, si par exemple, tu nous as dit par exemple de toucher 5 choses, par exemple, on va dire qu'on est en classe et que l'enfant a une attaque de panique. Donc l'enseignant va le faire sortir de la classe, il va essayer déjà de le mettre à l'écart des autres élèves ou des autres enfants. Et donc, par exemple, lui demander de toucher une partie de son corps, par exemple? Tout à fait, voilà, toucher la main
de la personne, déjà c'est réconfortant. Donc lui demander de l'écouter, d'écouter autre chose. Par exemple, s'il y a les oiseaux à côté, lui demander de fixer d'entendre les oiseaux. Donc essayer de détourner son attention d'une manière à le rassurer. Et petit à petit, on voit les symptômes céder progressivement. On lui dit que c'est pas grave, ça va passer, c'est pas... même si par exemple, l'enfant il commence à dire que voilà, je vais mourir. Non, tu vas pas mourir, tout va bien, je suis avec toi, ça va passer. Et c'est des symptômes qui vont céder. Donc lui expliquer la situation. Tu fais une attaque de panique parce que déjà expliquer la situation et dire qu'il s'agit juste d'un stress ou d'une attaque de panique, ça commence à rassurer. Déjà à le rassurer. Tout à fait. D'accord. Et puis justement, par rapport à ce qui se passe pendant les examens, généralement, ce qu'on conseille aux parents, c'est que déjà, il ne faut pas transmettre le stress parce qu'eux, ils sont stressés, ils transmettent le stress aux enfants. Absolument, c'est vrai. C'est ce qui fait que l'enfant, quand il rentre en classe, l'examen commence, là, il se rappelle qu'il doit avoir de bonnes notes, que les parents sont en train d'attendre. Voilà, donc peut-être ils vont par la suite le blâmer ou le punir. Donc tout ça peut, on va dire, peut conduire à avoir cette attaque de panique. D'accord, donc ne pas lui mettre une lourde pression sur les épaules. Exact. Très bien. Voilà, tout à fait. Et puis pour la période des examens, donc la veille, il faut une bonne nuit de sommeil, il faut un repas équilibré. Donc le matin, il vaut mieux donner ce qu'on appelle les sucres lents. Comme ça, le cerveau, il aura tout dont il a besoin. Et donc, ce qui est le sucre, qui est le carburant du cerveau, comme ça, il va pouvoir se concentrer. Donc, des sucres lents au lieu d'avoir des sucres rapides, c'est mieux. Absolument. Donc, c'est vraiment nécessaire. Ce petit déjeuner, peut-être qu'on sous-estime un petit peu, est vraiment très, très important, surtout le jour d'un examen. Donc, est-ce qu'il va falloir favoriser un petit déjeuner salé ou peut-être un petit déjeuner sucré? Lequel qui est, on va dire, qui est le plus conseillé? Alors, ce qui est conseillé, c'est les sucres lents. Comme ça va se libérer petit à petit, progressivement, pendant toute la période de l'examen. Généralement, les sucres rapides vont rapidement être dégradés et par la suite, justement, le corps il aura encore besoin d'énergie. Voilà. Exactement. Bien s'hydrater, éviter tout ce qui est caféine, tout ce qui est excitant, donc caféine, thé, tout ça, ça peut encore aggraver la situation. Et puis, on peut donner par exemple une poignée de fruits secs. D'accord. Mais pas trop, parce que si on va exagérer... Une petite quantité, vraiment une petite poignée. Pour de l'énergie, c'est tout, voilà. Donc, juste pour caler un petit peu, on va dire, l'estomac et avoir ce gras nécessaire dont on a besoin. Exactement. Donc les graisses. Et vraiment, il faut aussi essayer de mettre les graisses au petit déjeuner. Un tout petit peu. Bien entendu. Un repas équilibré, voilà, le matin. Comme ça, on va éviter les baisses de sucre ou on va dire la fatigue rapide pendant l'examen et bien s'hydrater, c'est très important. Et aussi, justement, ce qui est conseillé pendant la période des examens, c'est que d'avoir un programme léger de révision. C'est pas, il y a ceux qui commencent à réviser pendant la période des examens d'une manière intensive. Et ça peut fatiguer l'enfant, ça peut lui encore mettre de la pression et ce qui peut conduire à ces attaques de panique. Et puis dédramatiser, c'est très important. Même si l'enfant il va pas bien travailler dans une matière, il faut lui dire que ça va... En fait, ça montre pas le niveau de l'enfant et puis ça peut certainement ne pas influencer la moyenne générale. Donc, il y a d'autres examens, il peut toujours compenser, il peut toujours travailler. Il faut oublier l'examen où il a pas bien travaillé. D'accord. Voilà. Donc, quand même, le rôle des parents est très, très important. Oui, l'accompagnement des parents est très important. Ces attaques de panique peuvent être justement parfois très impressionnantes, mais elles ne sont pas fatales. Elles nécessitent un accompagnement des parents, une présence. L'enfant doit être rassuré pour passer cette période en toute sécurité. Et puis, il y a ceux qui gardent des traumatismes à cause de la période des examens. Absolument, voilà, vrai, donc ça peut rester toute la vie. Donc, c'est juste une période. Après, chacun, on va dire, les examens ne reflètent pas le niveau de l'enfant ni son intelligence. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'il faut leur dire. Il faut essayer de répéter ça, leur parler que ce n'est qu'un examen et on va dire, même leur dire si il a mal travaillé, c'est pas grave, il y a encore d'autres occasions et que c'est pas la fin du monde. Surtout exactement, ça. Oui.
Voilà, et puis féliciter l'enfant quand il travaille bien, quand il fait des efforts aussi. Même s'il n'a pas bien travaillé et qu'il a fait des efforts, il faut le féliciter parce que quand même, c'est des efforts fournis et l'encourager pour continuer. Voilà. Ah, très bien. Merci Widad. Lina, donc on a vu que l'importance donc de la présence des parents, de les rassurer, d'essayer d'être présent. Mais en fait, il n'y a pas que cette dimension. C'est vrai que la présence des parents est importante, mais pas que. Il y a aussi donc le milieu où l'on vit, n'est-ce pas, Widad? Lina, pardon. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Donc en fait, on remarque beaucoup l'environnement extérieur, mais il faut également porter la lumière sur l'environnement intérieur, et d'où le thème d'aujourd'hui. Donc, et si tu faisais de ta chambre ton temple? Alors, si tu faisais de ta chambre ton temple, c'est tout de suite après le jingle. Alors Lina, comment faire pour que cette chambre devienne un temple pour nos enfants? Alors déjà pour commencer, comme j'ai dit donc, à l'introduction, on a souvent tendance à croire que tout se passe à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a une grande partie qui se passe à l'extérieur, donc des personnes qui nous entourent, des conseils qu'on reçoit, puis de l'encouragement aussi. Mais parfois on néglige un tout petit détail. Et qui n'est pas des moindres. Exactement. Et ce détail, c'est en fait l'environnement et l'endroit où cet enfant grandit. Donc lorsque je dis enfant, je veux vraiment parler de tous les cycles de l'enfance. Donc je passe de l'enfance jusqu'à l'adolescence. D'accord. Et parfois ça peut même suivre à l'âge adulte. Donc en fait l'enfant grandit dans son espace à lui. Et il commence à créer des liens avec cet espace. Donc c'est son moment, c'est son environnement, il a ses repères, et puis à chaque fois qu'il rentre dans cet espace, son corps se relâche, même si à l'extérieur il est stressé. On remarque que, en grandissant, s'il n'y a pas le suivi des parents, par exemple, si les parents ne sont pas à cheval sur l'hygiène de vie, sur le rangement de la chambre, les enfants commencent, c'est tout à fait normal, à jeter leurs affaires un peu partout. Un peu partout, on connaît bien ça. Oui. Donc tous ceux qui ont des enfants, on connaît. Exactement. Donc les affaires qui traînent partout, donc les vêtements aussi. Bon, on est tous dans le même, un petit peu dans le même sac. Oui, et puis bon, après, parfois les parents ont envie de ne pas être très sévères avec les enfants, mais parfois un peu de rigueur est demandée. D'accord. Car on va le remarquer que l'enfant, avec le temps, il commence à prendre cette habitude de jeter un peu partout ses affaires. Et puis, étrangement, le cerveau va commencer à s'habituer à ce désordre. C'est-à-dire que normalement, le cerveau va s'habituer à une chambre propre et bien rangée, où chaque chose est déposée à sa place, une chambre où il n'y a pas, où elle n'est pas trop chargée, donc visuellement et même avec des objets. Il faudrait que cette chambre reste assez soft. Oui, en fait c'est important, Lina, qu'il n'y ait pas trop d'objets, de toute façon que ce soit dans la chambre d'enfant, ou même on va dire en règle générale dans toutes les habitations, il faut absolument pas trop. Voilà. Exactement. On revient vers le minimalisme. Tout à fait, parce que c'est très très important. Le cerveau a besoin de clarté. Il faut savoir que même notre cerveau, il visualise les endroits et il arrive à construire ses pensées selon l'endroit où on est. Donc par exemple, si on est dans un endroit qui est trop chargé, le corps sera tout le temps en alerte et donc le stress sera présent. C'est à ce moment-là qu'on va remarquer qu'on aura on va dire, des pensées qui vont venir d'un coup, et puis on ne va pas savoir ranger ces pensées. C'est-à-dire qu'on ne saura pas réorganiser nos pensées, et puis réorganiser également les objectifs. Tout sera confus. On sera tout le temps dans une confusion permanente. C'est pour ça que ranger sa chambre est quelque chose de très important. D'accord. Et les enfants, du moment où on va apprendre à savoir, on va apprendre à ranger un espace, que ce soit notre chambre ou autre, même on peut même déjà, quand ils sont tout petits, mais quand ils sont un peu plus grands, les initier à ranger même le reste on va dire, de la maison. Tout à fait, bien sûr. Et en fait, tout ça les aidera plus tard à faire aussi du rangement. On va dire dans leur esprit et dans leur tête. Exactement, dans leur tête. Et ça a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, qui nous ont démontré en fait que lorsqu'on rangeait un espace, on rangeait également notre cerveau et les idées qui sont dans notre tête. Et étrangement, c'est vrai, remarquez, si vous commencez à faire le rangement, vous allez ranger un espace, donc une chambre, une seule pièce de votre maison, vous allez remarquer que tout d'un coup, vous êtes beaucoup plus relâché. Oui. Absolument. Puis tout devient plus clair, surtout nous les femmes. On a tendance à bien ranger la cuisine, à bien la nettoyer, et étrangement, on se sent bien plus tard. C'est tout à fait normal. Oui, parce qu'en fait, on libère tout ce cortisol qui est en nous, et puis le cerveau d'un coup,
il reprend ses esprits et puis bon, il commence à clarifier les choses, tout devient clair et surtout, on sécrète beaucoup d'endorphines et de la dopamine et d'un coup, on est bien. Et c'est pareil pour les enfants, ça commence dès le jeune âge. L'enfant, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je reprends l'idée, il va avoir tendance à s'habituer à ce désordre et puis plus tard en grandissant, si la chambre est beaucoup trop rangée, il sera perturbé. Donc il sera donc obligé de toujours avoir une chambre en désordre pour se sentir en sécurité. Alors que c'est totalement faux. L'enfant doit avoir une chambre très très bien rangée, très propre, où chaque objet est déposé à sa place pour qu'il puisse justement grandir en apprenant à respecter son espace, ce qui est encore plus important. Donc il faut également faire la différence, surtout, moi je vais revenir sur ça, les parents qui permettent à leurs enfants de manger dans leur chambre. Oui. C'est vrai que parfois, on peut faire des exceptions, l'enfant est malade, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut savoir qu'il faut espacer les endroits. Chaque endroit dans la maison a son importance. La chambre est censée être un temple sacré pour chacun d'entre nous, pour les enfants et les adultes. Et les adultes. Donc quand on entre dans ce temple, le corps systématiquement va se relâcher. Le cerveau va se relâcher. Et puis tout le cortisol qu'on avait et qu'on a récolté durant la journée va se relâcher également. Mais si on combine toutes les activités dans une seule pièce, manger, dormir, se changer, ne pas ranger, et puis stresser également dans cet endroit, automatiquement le corps ne se déchargera plus. Et donc on va emporter avec nous tout ce qu'on a récolté durant la journée et on va même le garder dans cet espace. D'accord, on va même dormir avec. Oui, tout voilà, à fait. absolument. C'est pour ça qu'on remarque que certains des adultes et même des enfants ont des troubles du sommeil, ont des problèmes d'appétit. Certains mangent trop, certains mangent peu, ont des troubles de la concentration. Tout ça, c'est lié à ça en fait, c'est lié à l'espace de vie, à l'espace où on arrive, où on est censé en fait se relâcher, se ressourcer, mais on n'arrive pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui alarment notre cerveau, parce qu'il faut savoir que le cerveau, dès qu'il n'est pas dans un environnement calme, il reste en alarme. En fait, on le voit, dès qu'on sort de chez nous, on perd un petit peu les repères, même si on est en voyage, même si on est dans un endroit qui est, on va dire, très très agréable. Mais quand même, il nous faut un petit temps d'adaptation, un petit peu, histoire de se familiariser avec ce nouvel espace. Absolument. Et il y a eu d'ailleurs un test qui a été fait. En fait, on a emmené, il y a plusieurs familles qui vivaient dans des environnements, on va dire, un peu pas très bien rangés. On l'a remarqué, ça a été filmé, c'est des documentaires. Et on a emmené cette famille dans une maison où tout était rangé, il n'y avait presque pas d'objets. C'était vraiment très minimaliste. On a remarqué que dans l'environnement où c'était vraiment en désordre, la famille avait tout le temps des conflits. Les enfants étaient perturbés, pas de concentration, aucune envie de travailler, aucune envie de réviser. Vraiment, les enfants et même les adultes passaient leur temps à être allongés, à regarder les écrans et à manger, sans plus. Environnement toxique. Exactement. Voilà, absolument. Oui. Plus tard, on les a retirés de cet environnement, on les a mis donc dans une maison où il n'y avait presque rien. On a remarqué que les premiers à avoir changé, c'était les enfants. Étrangement, c'est les premiers à avoir... avant les adultes. Les adultes, au début, ils étaient un peu perdus. Ils n'arrivaient pas à retrouver leurs repères. Les enfants se sont très très vite adaptés et ils ont apprécié cet environnement. Au lieu d'aller directement vers les écrans, ils ont commencé à chercher des jouets, ce qui était à côté. Plus tard, ils ont commencé à visualiser un peu l'endroit, les couleurs qu'il y avait, parce que c'est des couleurs claires. On a remarqué qu'ils se sont plus concentrés lorsqu'ils faisaient leurs exercices, qu'ils prenaient plus de temps. Par exemple, au lieu de prendre 5-10 minutes et puis d'être perturbés, les enfants prenaient 30 à 40 minutes, toujours au même endroit, à table, en train de travailler. Donc c'est là où on a compris que l'environnement est la clé. Et c'est très 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 important. Plus on est dans un environnement sain, et plus on arrive à se développer rapidement, et mieux encore, à fournir plus d'efforts. D'accord. Et c'est ce qui est très important. Et ça se régule, plus tard ça se régule aussi. Le sommeil, cette famille a très très bien dormi. Ils ont mangé sainement. Et c'est venu vraiment toute seule. Donc le fait d'être dans un environnement sain les pousse également à arranger et à améliorer leur nutrition, leur sommeil
et puis même fournir plus de travail pour avoir plus de résultats. Donc influencés par le milieu là où ils étaient, tout simplement. Tout à fait. Ça influence d'une manière incroyable. C'est pour ça que pour les enfants, c'est important de commencer dès le jeune âge. Alors il arrive un moment où quand ils sont tout petits, donc ils ont leur petit doudou, leur petite peluche, donc c'est eux-mêmes qui mettent un peu le rangement. Bon, et quand ils grandissent un peu plus, après ça commence à aller, on va dire, des posters, des affiches qu'on veut mettre dans la chambre. Il faut les laisser faire, il faut un petit peu les laisser... Tout à fait. Même si la décoration n'est pas à notre goût, il y a des moments ça ne nous plaît pas trop. Oui, mais il faut les laisser. Parce qu'en fait, ces posters-là, encore une fois, c'est ce qui va les rassurer. C'est comme une manière pour eux de retrouver leur espace. On ne peut pas, il faudrait savoir qu'on ne peut pas imposer à un enfant une décoration ou par exemple un rangement. Non, on leur apprend comment ranger, mais on les laisse ranger à leur manière. Parce qu'il faut savoir que... Voilà, c'est ça que je voulais, c'est ce point-là que je voulais mettre en lumière. On les laisse mettre les choses là où eux, ils ont envie de faire. Tout à fait, sans les forcer. Parce que si on les force, c'est comme si c'était une intrusion à leur espace personnel. Et ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de les perturber dans leur propre espace. Le but, c'est de les laisser dans leur bulle et de leur apprendre qu'il y a une hygiène derrière, qu'il faut garder cette hygiène, qu'il faut apprendre à vivre avec. Alors, les posters, par exemple, même changer de peinture dans la chambre, changer de décoration. Ce que je conseille aussi beaucoup, c'est changer les emplacements. Changer l'emplacement de l'armoire, du lit, de la table à chevet, de la coiffeuse. C'est très, très important et c'est très bénéfique aussi. Et plus tard, en grandissant, tout ce qui était poster, ça va se transformer en autre chose. Par exemple, pour les femmes, les adolescentes, les filles, ce sera des bougies, des brumes, des diffuseurs d'odeurs. Et d'ailleurs, ça aussi, je conseille pour les parents de déposer des diffuseurs d'odeurs dans les chambres des enfants. C'est important que l'enfant révise ou qu'il dorme dans une chambre où il y a de bonnes odeurs. Les bonnes habitudes à avoir, par exemple, c'est intégrer cela donc, dès le réveil à un enfant. Quand il se réveille, la première chose qu'il doit faire, c'est aérer sa chambre. Premier réflexe. Premier réflexe, aérer sa chambre. Et dès qu'il va aérer la chambre, déjà, même avec lui-même, donc au niveau de ses idées et sa concentration, il va se sentir apaisé. Le premier réflexe, quand il se réveille, il a fait premier objectif fixé de la journée. Aérer déjà sa chambre, c'est déjà pas mal. Voilà. Deuxième objectif, faire son lit. C'est quelque chose où il faut être à cheval. Même si on est pressé le matin, faire son lit, c'est quelque chose qui peut changer votre journée. Le fait de ce petit réflexe où juste je prends la couette et puis je la remets à sa place, même si je ne fais pas le lit correctement, ça c'est... Juste la gestuelle et mettre un semblant d'ordre, c'est déjà... Et ça nous prépare pour la journée. Absolument. Déjà dès le début, on est prêt à affronter cette journée et puis on commence déjà une journée de bonne humeur. Parce qu'on a pris ce temps, ce petit temps, à aérer la chambre, à ranger le lit, et puis ensuite la journée peut commencer. En plus, ce sont des gestes qui nous prennent à peine quelques minutes, il ne faut pas se mentir. Quelques secondes. On a un petit peu tendance, oui, après, on s'imagine que c'est dur à faire, surtout pour les enfants. C'est déjà compliqué. Oh, j'ai pas le temps, mais bon, ça prend 30 secondes. Mais quand ça commence dès l'enfance, les enfants prennent cette habitude. Puis plus tard, même pour les parents, vous allez remarquer que vous dites ça 1 à 2 fois pour les enfants et puis plus tard en grandissant ce sera un réflexe. L'enfant tout seul, il va se lever du lit, il va ouvrir la fenêtre, il va ranger son lit et puis sa journée va commencer. Et cet enfant sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus concentré, on va dire beaucoup plus prêt à affronter les événements de la vie. Lina, ça s'applique même aux personnes, on sait très bien qu'il y a des familles qui n'ont pas, on va dire, suffisamment d'espace pour que chaque enfant ait sa propre chambre. Ils peuvent être des fois 2 ou 3 quand ils sont petits dans la même chambre, mais ça n'empêche pas que chacun peut avoir son petit espace. Tout à fait, son petit espace, donc comme j'ai dit, comme tu as dit d'ailleurs, un petit poster, un livre, un coussin, peu importe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui diffère de son frère ou de sa sœur pour lui montrer que ça reste un espace quand même. Et puis même, tu sais que les endroits partagés, ce sont les endroits où les enfants apprennent le plus. Alors un enfant, s'il apprend à respecter l'espace de l'autre, il gardera ça toute sa vie. Donc ce n'est pas mauvais, au contraire. Absolument. Parfois c'est même conseillé de mettre les enfants ensemble parce qu'ils apprennent à vivre ensemble. Déjà de la cohabitation, on commence à cohabiter avec ses frères et ses sœurs. Des fois c'est pas évident, il y a des chamailleries mais il faut gérer après. Tout à fait, avec le temps ils grandissent et puis ils créent des liens parce que chacun respecte l'espace de l'autre. Au début c'est un peu compliqué, c'est normal parce que c'est des enfants. Mais avec le temps, ils vont commencer à faire la différence et surtout, encore plus important que ça, commencer à se partager les tâches. Donc,
L'un fait le lit, l'autre ouvre la fenêtre. On va dire, l'un range les jouets et puis l'autre prépare les exercices à faire ou les devoirs à faire. Donc, c'est important. Et cette cohabitation est très, très, très bénéfique pour les enfants. Donc, voilà, ils grandissent très, très bien d'ailleurs. Un peu difficile à gérer pour les parents, mais très bénéfique pour les enfants. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais comme je vous ai dit, ce n'est que les débuts. Quand on instaure de bonnes bases, avec le temps, ça reste tout le long et même plus tard. Même à l'âge adulte, on le remarque. Ils auront de temps en temps aussi tendance un petit peu à essayer, on va dire, d'exploiter le reste de la maison. Par exemple, si on va dire, allez, on prend l'exemple d'un enfant qui n'a pas de bureau dans sa chambre, l'espace, on va dire qu'il n'y a pas d'espace, on le laissera travailler, par exemple, sur la table de la salle à manger. Tout à fait. On lui laissera ses affaires, on essaiera de, même si ce n'est pas un endroit pour travailler, mais essayer de lui créer ce climat. Oui, alors c'est une très bonne question parce que généralement, on remarque que certains parents, ils laissent aujourd'hui leur enfant travailler dans la cuisine, demain dans le salon, demain dans le séjour. Non, choisissez un seul endroit. Le salon, la cuisine ou le séjour. Cet enfant va mettre ses affaires, il va travailler, il va se concentrer sur son travail, mais laisser les affaires sur place alors que ce n'est pas l'endroit pour, non, il faut ranger ses affaires. On apprend à cet enfant, tu as fini de travailler, tu ranges tes affaires. Donc c'est important parce que sinon il va apprendre, il va garder cette habitude où peu importe l'espace qu'il va occuper, il va garder ses affaires aussi, il va les laisser là-bas. Donc non. Après, ce sera un enfant qui oubliera ses affaires un peu partout. Voilà. Après, maman, où tu as mis ça? Exactement. Maman, elle est où ma trousse? Voilà, maman, tu n'as pas ramassé derrière moi. Voilà, absolument. Donc, il termine son travail, on lui dit gentiment, écoute, tu ramasses tes affaires et tu les ranges. Donc voilà. Voilà, très bien. Donc, un bon climat à la maison Wided pourrait déjà, on va dire, diminuer d'une attaque, par exemple, de panique, si déjà à la maison, on va dire, il y a cette espèce de sérénité. Exactement. L'environnement de l'enfant est très important et justement, donner ou offrir cet environnement, on va dire, qui est bien rangé, bien suivi. Donc, automatiquement, l'enfant, il sera bien sur le côté psychologique et puis pourra affronter le milieu extérieur. Donc, tout a commencé de l'intérieur. D'accord. Donc, comme on organisera sa chambre, on organisera, j'imagine, sa feuille d'examen. Oui, et sa feuille d'examen et sa vie aussi. D'accord. Même la vie future. Oui, même très la bien. vie future. Bon, il y a une petite période où quand ils sont adolescents, il y a un petit peu un laisser-aller, où les parents sont un peu obligés, hein, on va dire, un peu de rigueur, mais aussi un petit peu de lâcher prise, parce que sinon, pour éviter les conflits, on sait très bien que c'est une période un petit peu critique. Hein. Donc l'adolescence, c'est vraiment un moment où il y a cette espèce de conflit, hein, vraiment entre les enfants, les adolescents et les parents. Donc généralement, les parents lâchent un peu du lest. Il faut un petit peu savoir quand lâcher prise. Exactement. Sinon, ça risque de créer une coupure entre les parents et les enfants, enfin les adolescents, et c'est pas conseillé. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'ils doivent être encore plus accompagnés. Voilà. Absolument. Donc privilégier vraiment on va dire la communication. C'est important. On y revient beaucoup. Très très important parce que communiquer avec les enfants, les adolescents, et donc surtout en famille, c'est très très important. Et quand ça commence, je reviens toujours sur ça, quand ça commence dès l'enfance, ce sont des bases qui se posent. Plus tard à l'adolescence, ça devient beaucoup plus facile. Et même pour les adolescents, il faut les laisser dans leur espace, mais il faut toujours les rappeler à l'ordre. C'est très important. Beaucoup d'adolescents aujourd'hui se perdent dans le désordre et malheureusement, certains adolescents tombent dans des dépressions passagères à cause de cet environnement. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important, même si je sais que c'est compliqué parfois. L'adolescent aura tendance à ne pas ranger, les parents iront ranger à sa place et puis l'adolescent sera tout d'un coup, on va dire, frustré. Frustré, oui. Parfois c'est bien, mais parfois il faut les laisser dans leur espace et puis simplement leur donner du temps pour qu'ils se reprennent en main. D'accord, ça veut dire trouver le juste milieu. Exactement. Voilà, très bien. Merci beaucoup Lina. Merci beaucoup Wided, c'était très très intéressant. J'espère que, alors pour nos téléspectateurs, vous avez pris quelques informations. On va essayer d'être un peu plus souple peut-être, en restant toujours ferme, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, tout de suite, nous allons passer à notre thème principal, donc, qui est le stress des examens. Nous sommes en plein dedans. Et donc, nous recevrons Fatima Bentahar. Donc, elle est coach en développement personnel. Elle sera là dans quelques minutes, juste après ces images.
Voilà, de retour dans notre émission Ma famille, ma vie. C'est la dernière ligne droite, la deuxième demi-heure de notre émission. Et j'ai le plaisir de recevoir Fatima Bentahar. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes coach en développement personnel. Oui. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, on va essayer. Merci. Donc, on va essayer un petit peu de donner toutes les clés, tous les conseils nécessaires. Donc, pour bien gérer ce stress des examens, comme je l'ai dit, donc le bac blanc a commencé hier, donc il se finira jeudi. Aujourd'hui, ce sont ceux qui passent les brevets, donc ce sont les enfants du collège qui passent le brevet. Ça a commencé aujourd'hui. Oui. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on leur souhaite bon courage. Bon, eux, ils sont en classe, mais je souhaite bon courage aux parents parce que les parents ont un très très grand rôle à jouer dans la gestion du stress de leurs enfants. Fait. Voilà. Et donc, Lina est restée avec nous. Hein. Aujourd'hui, je ne te laisse pas partir, Lina. Oui, je suis là. Voilà, donc tu seras avec nous en tant que thérapeute psychocorporelle. Tout à fait. Voilà. Donc, on va essayer un petit peu de décortiquer, de donner le maximum de conseils. Donc, est-ce qu'on banalise un peu trop le stress des examens? Enfin, on banalise, non. Je pense qu'au contraire, on focalise beaucoup sur les examens. On monte énormément les enjeux et ça vient aussi, pas uniquement de l'élève, hein. Ça vient aussi des professeurs, des enseignants, des parents. Absolument. La famille aussi, voilà. Alors, donc, au-delà de la pression scolaire, il faut le dire, il y a aussi donc, la pression extérieure, donc, qui Bien est sûr. La famille, la société, ses propres enjeux personnels, même aussi l'élève se met, on va dire comme ça, la barre très haute et tout ça lui peut créer beaucoup de stress. Tout à fait, tout à fait. Parce que le stress en lui-même, c'est quelque chose de positif. Quand il est bon ou mauvais, allez, on va dire, on va poser. Du tout. C'est un système de défense. Au niveau du reptilien, si on voit les hommes de la préhistoire, c'est une alerte au danger. Le stress, en fait, au contraire, il est positif. Après, quand l'intensité augmente et qu'il dure dans le temps, là, il devient toxique, il passe en plateau. C'est-à-dire que la personne, même s'il n'y a pas de problématique particulière, son corps continue à sécréter du cortisol. Et c'est ça qui est mauvais. D'accord. Alors, on va juste rappeler le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Donc, pour nous poser vos questions ou peut-être même nous poser pas que des questions, les problématiques que vous vivez. Donc, nos invités seront là pour vous répondre. Et je pense qu'on va tout de suite regarder donc un sujet de Yasmine Chouir. Donc, elle nous parle du stress des examens. On regarde le sujet et on revient juste après. Très bien. Chaque année, ils reviennent. Le bac, les partiels, les concours, autant de mots qui font trembler des milliers d'élèves et d'étudiants. Et avec eux, un invité pas toujours désiré, le stress. Un phénomène bien connu, mais souvent mal compris. Le stress des examens, c'est une réaction normale du corps et de l'esprit face à une situation perçue comme exigeante ou menaçante. Il se manifeste par des symptômes physiques, maux de ventre, troubles du sommeil, palpitations, mais aussi mentaux, difficultés de concentration, perte de confiance, irritabilité, voire des crises d'angoisse. Un peu de stress, c'est utile. Il peut même être moteur. Il pousse à se préparer, à se dépasser, à rester vigilant. Mais lorsqu'il devient fort, trop envahissant, il peut avoir l'effet inverse, bloquer la mémoire, perturber l'organisation, épuiser mentalement. Et là, le stress devient un ennemi. Chez les jeunes, cette pression est souvent renforcée par l'enjeu scolaire, les attentes familiales, la comparaison avec les autres ou encore la peur de l'échec. Pour certains, un examen devient un mur infranchissable. Pour d'autres, c'est une spirale d'anxiété qui commence des semaines avant l'épreuve et ne s'arrête pas avec la dernière copie rendue. Alors, comment y faire face ? Il n'y a pas de solution miracle, mais plusieurs pistes peuvent aider. D'abord, une bonne organisation. Répartir son travail, établir un planning réaliste, éviter de tout laisser pour la dernière minute, cela réduit la pression. Ensuite, le sommeil. Trop souvent négligé, il est pourtant essentiel à la mémoire et à la concentration. Réviser toute la nuit ne remplacera jamais une bonne nuit de repos. L'alimentation, l'activité physique, les pauses régulières, les moments de détente sont aussi très importants. Et puis, il y a le mental. Apprendre à relativiser, à respirer, à prendre du recul. Des techniques comme la respiration profonde, la méditation, la visualisation positive ou encore la cohérence cardiaque sont aujourd'hui reconnues pour leurs effets face au stress.
Dans certains cas, un accompagnant peut être utile, un professeur bienveillant, un parent à l'écoute, un psychologue scolaire. Parler permet souvent de libérer la pression. Enfin, il faut garder en tête une chose essentielle. Un examen ne définit pas une personne. Réussir ou échouer à une épreuve, ce n'est ni un tri, ni un jugement de valeur. En résumé, le stress des examens est un phénomène courant, parfois pesant, mais pas une fatalité. Avec les bons outils, les bons réflexes et un peu de bienveillance envers soi-même, il est tout à fait possible de le canaliser, de le transformer en une énergie positive. Voilà, donc c'était un sujet de Yasmine Chouir. Donc, comme on a pu le voir, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut déjà apprendre à vivre avec. À quel moment on commence un petit peu à s'alerter d'un stress excessif? Comme on a dit, le stress est bon, mais à quel moment? En fait, c'est quand on commence à avoir des symptômes physiques. Parce qu'au début, le stress est là. En fait, je voudrais parler, c'est pas le stress qui est gênant, vivre avec. Quand vous dites qu'il faut vivre avec, ok. Par contre, moi je dirais qu'il faut développer son intelligence émotionnelle, dont la gestion du stress et des émotions. Quand on a un bon quotient émotionnel, on arrive à résister à des situations très difficiles. Et ça se travaille. Hein. On n'est pas tous égaux, hélas. Absolument. Voilà. C'est cette question que je voulais vous poser, c'est la question d'après. Pourquoi certaines personnes gèrent mieux leur stress que d'autres? Très bien. Alors en neurosciences, on a démontré déjà à la naissance, tout se passe au niveau du noyau codé et l'amygdale du cerveau. Au niveau du noyau codé, on n'est pas tous avec la même résilience. Plus le noyau codé est épais et compact, plus on a de mauvaises résistances au stress et aux émotions dérangeantes. Et ça, c'est à la naissance. Après, en neurosciences, on peut transformer et changer même l'anatomie de notre noyau codé. Donc, on voit deux personnes qui subissent le même stress. Et certaines personnes vont avoir une facilité, ce qu'on appelle le quotient d'adversité, la résilience à dépasser les événements et ne pas ressentir autant de symptômes dérangeants. Et d'autres vont avoir plus de mal. La bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Justement, c'était ça c'est ce que je voulais vous demander. Donc, c'est pas une fatalité. On peut faire changer le cours des choses? Bien sûr. On peut même agir sur l'ADN. Vous savez que l'ADN ne transmet pas uniquement les caractéristiques physiques. Absolument. L'ADN transmet des comportements répétitifs de nos ancêtres, de nos parents, et aussi les blessures, les points faibles aussi. Et même aussi les points forts, par exemple, cette force mentale. Donc on est déjà avec un capital déjà acquis. Voilà, mais tout se transforme, on peut travailler sur tout. C'est ça l'apport des neurosciences, c'est que vraiment tout se transforme au niveau de notre cerveau. C'est une histoire de connexion. Très tout bien. Simplement. Alors, vous pouvez nous appeler, chers téléspectateurs, au 021 23 98 91 si vous avez des questions à nous poser. Donc, quelles sont les clés? On va dire, donnez-nous quelques conseils, que ce soit pour les parents, pour les élèves, comme je vous l'ai dit, donc ils sont en plein examen. Et tiens, je profite de l'occasion donc pour passer un coucou à Samy Guénez. Donc, c'est un élève de terminale qui devait être là dans notre émission ce matin, mais hélas, donc il a ses examens, donc il n'a pas pu venir. Donc, on lui souhaite bon courage à Samy Guénez. Donnez-nous quelques clés pratiques pour les enfants et les parents. Voilà, la base déjà, il faut comprendre le basique. Tout le monde subit un stress, quel que soit le sujet. Après, ce qui compte, c'est pas tant l'intensité, parce que l'intensité, elle demande à la personne d'avoir un temps de récupération beaucoup plus important. Très très souvent, les gens ne récupèrent pas. Donc quand on subit un stress et qu'il y a juste après une récupération, on est très bien, tout va bien. Sauf que quand on ne récupère pas, alors récupérer, on va parler des moyens, ça peut être très très simple. Et bien à certains moments, ça se transforme en plateau. Et c'est là la problématique, on rentre en stress chronique. Donc la première clé, elle découle du phénomène lui-même du stress. C'est-à-dire, prenez des pauses. Il y a des gens, par exemple, je vais réviser pendant 3 heures d'affilée, pendant 8 heures d'affilée, après je vais prendre 1 heure de pause. Non. Oui, beaucoup d'adolescents. Récupère 5 minutes, 10 minutes, reprend 1 heure,
c'est les pauses. Les pauses sont très, très importantes. Très, très importantes. Ça peut être une pause physique, ça peut être une pause mentale, ça peut être les deux. Alors, c'est quoi les pauses? S'aérer, Tout à fait. le bain de forêt, marcher, une marche, s'étirer, écouter voilà. de la musique, manger. Voilà, le dessin, les mandalas, le coloriage des mandalas. Donc il y a énormément. La respiration, il y a beaucoup de respiration qu'on utilise, que ce soit en yoga ou d'autres. Moi, j'insiste beaucoup, surtout pour les examens, sur la cohérence cardiaque, qui est particulièrement efficace, on en parlera. Et aussi la respiration à 3 temps, qui permet de baisser tout de suite le plateau du stress. On casse le plateau. Ça, c'est très, très important. Les massages, ne serait-ce que rire. Je regarde une émission qui me fait rire. Puis interagir avec une autre personne aussi. Exactement. Les câlins, prendre un peu sa maman dans les bras, voilà. À condition qu'elle ne soit pas en état de stress intense. Voilà, exactement, qu'elle la prenne dans ses bras et qu'elle lui transmette ce stress. En fait, on a tendance à négliger certains points, surtout le fait que le stress se transmet rapidement. Ah oui. Alors, je vous rejoins dans votre idée, mais il faut savoir que parfois le corps nous envoie des signaux. Et des signaux qu'on néglige, qu'on soit adulte ou enfant. Ces signaux ont un rapport direct avec le taux de stress que nous avons en ce moment. Une fois que ces signaux sont négligés, donc une fois que ça a été impacté émotionnellement, ça va s'impacter physiologiquement. C'est-à-dire qu'on va le remarquer. Par exemple, les enfants qui ont tendance à bouger leurs jambes, qui ont tendance à avoir un manque de concentration tout le temps agité. Donc tout ça, c'est des signaux physiologiques. Si on néglige ces signaux-là, l'enfant ne va pas vraiment savoir comment réagir face à ce stress. Donc même sa concentration va baisser. Alors pour pouvoir justement maîtriser ce stress-là, il faudrait que le travail commence avec les adultes. Les adultes, il faudrait déjà commencer par banaliser le résultat en lui-même. Alors c'est très très important. On a tendance à tout lier au résultat. Et l'enfant, on lui met une pression sans s'en rendre compte. Donc, il est directement émis à une forte pression. C'est soit tu as de bons résultats, l'enfant directement va comprendre, si j'ai de bons résultats, je suis bien. Donc, voilà, mes parents sont contents de moi, ils m'aiment. Si je n'ai pas de bons résultats, eh ben, je ne suis pas acceptée. C'est simple, hein, le cerveau de l'enfant est conditionné pour comprendre les choses les plus simples. C'est plus tard avec le temps, quand il va développer son intelligence émotionnelle, qu'il va commencer à comprendre certaines choses. Alors directement, l'enfant va se dire « je ne suis pas accepté ». Alors il va se conditionner pour un résultat et ce conditionnement-là à courte durée ne pourra pas donner de fruits. C'est tout à fait normal. On ne peut pas se conditionner d'un coup pour un résultat à court terme sans avoir d'impact. Alors l'impact sera encore plus important que le résultat. Parce que même si cet enfant, plus tard, aura un résultat, l'impact sera toujours présent. Et cet impact-là va le suivre durant sa carrière, durant sa vie. Avec le temps, il va tout le temps, pour toute épreuve de la vie, se conditionner à chaque fois pour chaque problème. Et le stress sera continuellement présent. Et ça, c'est mauvais. Donc, il faut qu'il y ait la bonne méthode. Et la bonne méthode commence toujours avec un adulte, donc avec les parents. Les parents doivent comprendre qu'on ne conditionne pas un enfant pour un résultat. Ça se travaille. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, moi, je suis contre l'idée de réviser à la dernière minute. Madame Bentah, vous êtes d'accord avec elle? Pas de révision à la dernière minute? Oui, un des moyens, parce que quand on parle d'examen, ce que j'appelle la préparation mentale aux examens, elle comporte plusieurs parties. La première partie, c'est bien sûr la gestion du temps et des priorités. Déjà, d'où l'intérêt de ne pas commencer à la dernière minute. Parce que mettre la pression de dernière minute, ça veut dire qu'on va envoyer beaucoup d'informations à notre cerveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'inconscient réagit et il y a ce qu'on appelle le bug mental. C'est un système de protection de notre inconscient. Il va baisser le rideau et l'enfant, l'adulte, n'a plus accès à des compétences qu'il maîtrise. Donc ça, c'est déjà le premier pas, c'est ce que j'appelle la préparation, l'organisation. Bien sûr, les compétences, c'est-à-dire les révisions et tout, ok. Mais le plus gros du travail consiste déjà
à gérer la gestion de son stress et des émotions. Parce que comme elle disait, c'est vrai qu'au début, le stress en lui-même, il est peu impactant. C'est les conséquences d'un stress mal géré. Qu'est-ce qu'il va donner? Ben, il va donner des émotions avec le temps. Sensations physiques, des émotions dérangeantes. La première émotion qui va apparaître en général, c'est la peur. C'est la première émotion. La peur est reptilienne. Elle est dans le reptilien. Ça veut dire que la personne ne se sent pas en sécurité. Tout à fait. Et donc, elle est toujours là. C'est très facile pour l'enfant ou l'adulte d'aller directement vers les peurs. Et les peurs, c'est une illusion du mental. Ça veut dire qu'elles s'alimentent. Plus je commence à avoir peur, je me sens en insécurité, hop, j'ai peur. Plus j'ai peur, plus je perds le soi-disant contrôle. En fait, c'est la perte de la maîtrise de soi. Après les émotions, il y a autre chose de beaucoup plus profond, ça va toucher aussi le corps et tout. Après, c'est l'incapacité justement de se concentrer, de mémoriser les choses. On n'a plus accès à ces compétences. Alors, pour revenir à l'histoire des parents, vous savez que quand on est à la naissance, on a tous le même besoin. Inné, tous les enfants, quand on est, on a deux besoins. On veut être aimé et on veut être admiré. Exactement. Tout le monde. Accepter, et ça nous accompagne jusqu'à notre mort. Donc imaginez déjà l'enfant, vous mettez un enjeu. Moi je vois des parents du style conditionnement croyance. Si tu as de bons résultats, je vais t'aimer. Si tu as des mauvais résultats, je vais me fâcher et je vais te rejeter. Absolument, bouder, donc leur faire sentir le mécontentement. Déjà, on touche déjà l'amour de soi très très jeune. Oui. Et on ne va pas satisfaire ses besoins, donc il y a une perte de l'estime de soi, culpabilité, et on est coincé dans le couple toxique, stress, émotion. Voilà déjà ça. Et c'est pour ça que très souvent, quand j'accompagne en préparation mentale, très souvent, je vois les parents pour recadrer, faire un recadrage et dire ce qui est important en tant que parent. Ce n'est pas d'avoir des enfants parfaits, c'est d'avoir des enfants heureux. Heureux, absolument, c'est vrai. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue. Bien, c'est très important. Quels que soient les résultats, le plus important, c'est d'avoir des enfants heureux, parce que c'est ça qui va les aider, l'adulte. Deuxième point important aussi, ne pas lier le chantage émotionnel, je t'aime si. Non, l'amour inconditionnel. Que tu réussisses au bac, que tu réussisses, ce n'est qu'un bac finalement. Exactement. Ce n'est qu'une note. Et on remarque que plus on banalise le résultat, plus l'enfant fera des efforts. Exactement. D'accord. Exactement. Voilà. Il aura plus accès à ses compétences. Tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, ces enfants, c'est comme s'ils avaient l'épée Damoclès en permanence au-dessus de leur tête. Tout à fait. Eh bien oui. Et c'est dommage. Parce que moi, je vois beaucoup d'enfants, je fais des ateliers et tout, qui ont beaucoup de capacités et qui oublient. Vous savez, par exemple, j'ai reçu une personne excellente en mathématiques. Son cerveau a tellement bugué que la table de multiplication n'arrivait pas à la voir. Ça y est, hein, quand l'inconscient il descend le rideau, vous pouvez rien faire. Enfin, en tant que personne. Mais en thérapie, on fait l'hypnose, on recadre, etc. pour retrouver un état de stabilité émotionnelle. Donc, en tant que parents, est-ce que nous devons, par exemple, aider nos enfants à l'organisation, par exemple, de leur emploi du temps, ou on les laisse faire, ou alors on va dire qu'on tire les ficelles un peu de loin? Non. Moi, je trouve que c'est important, les débuts, quand l'enfant est assez jeune, de commencer à préparer l'enfant. Donc, on commence avec lui, on lui fait ses plannings et ses révisions. Je reprends mon idée également tout à l'heure, ne pas laisser les révisions à la dernière minute. Donc, les examens, on va dire, c'est dans 2 semaines, on s'y prend à l'avance. Donc, on révise chaque matière à son heure, à son temps. Et puis, par partie, c'est très important, il faut qu'il y ait le suivi. C'est cette culture de suivi que certains enfants n'ont pas. Donc, réviser ses cours régulièrement, ça c'est très important. Je préfère qu'on révise les cours tous les jours régulièrement que de laisser 10 cours se conditionner puis s'accumuler jusqu'à la dernière minute. Et puis 1 semaine ou 5 jours avant l'examen,
on s'y prend rapidement et puis on essaye de retenir le tout. Non, là c'est une surcharge pour le mental et pour le cerveau et c'est mauvais. Il y a aussi donc la technique Pomodoro donc qui fait ses preuves de nos jours. C'est 50 minutes de concentration de travail et on prend 20 minutes, c'est ça, Lina? Oui, 20 minutes de pause. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, si l'intensité de l'effort, c'est-à-dire je suis sur une matière qui est assez difficile pour moi, ça dépend des capacités. Des capacités, c'est vrai. Imaginons, on a un enfant dont c'est le cerveau droit qui est beaucoup plus développé, il aura des difficultés peut-être en mathématiques. Un exemple. Oui. Tout ce qui est lié à la logique, cerveau gauche. Eh bien, quand il commence cette matière, d'ailleurs, c'est mieux qu'il commence le matin, parce qu'on a un niveau d'énergie beaucoup plus élevé, donc des capacités. On commence toujours par les matières les plus difficiles pour soi. C'est la matinée. Déjà ça. Eh bien, l'enfant, l'adulte, l'élève doit prendre un temps de récupération beaucoup plus important que s'il est sur une matière de langue étrangère, parce que le cerveau droit, c'est l'aptitude aux langues et tout, donc il va aller beaucoup plus simplement. Donc voilà, c'est en fonction des capacités, c'est en fonction des coefficients aussi. Bien sûr. Si c'est une matière qui a un coefficient plus élevé, il est clair que la récupération doit être plus importante. D'accord. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez parlé de la cohérence cardiaque, qui est quand même l'outil de base. Rapidement, donnez-nous un petit peu les clés. Donc, en cohérence cardiaque, on fait ça le matin au réveil, 3 minutes après le réveil, à jeun, en position assise au début. Donc, on est assis comme ça, dans cette position confortable, le dos droit, sans contraction, exactement. On peut poser les mains sur les cuisses. Par contre, pour l'apprentissage au début, on va mettre une main sur le ventre, une main sur les poumons. On va inspirer par le nez en gonflant le ventre. On détend le ventre en comptant 5 secondes. Donc, à l'intérieur de moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'inspiration. Je gonfle le ventre. J'expire par la bouche. Je fais rentrer mon ventre. Idéalement même, je soulève le diaphragme. Ça, c'est très, très important. 5 secondes pour avoir un équilibre entre le cœur et le cerveau. Maintenant, même entre les reins aussi. On sait qu'il y a des neurones de partout. Voilà. Vous faites ça pendant 5 minutes, le matin au réveil et au coucher du soleil. C'est extraordinaire et ça donne de très bons résultats. Très bien, merci beaucoup. L'émission n'a pas suffi. Je pense qu'il nous aurait fallu un peu plus de temps pour parler donc, de ce sujet passionnant, donc cohérence cardiaque, 5 minutes le matin et au coucher du soleil, pour vos enfants et pour vous-même, histoire d'un petit peu déstresser et d'avoir les aptitudes nécessaires pour pouvoir suivre votre famille. Voilà, merci beaucoup de votre présence, d'avoir participé. Voilà, on souhaite bon courage à tous les bacheliers, à tous les élèves qui passent donc leur brevet. Bon courage et bon courage aussi aux parents. Merci de nous avoir suivis. On arrive à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Merci, au revoir.